On ne peut pas changer les choses parce qu'elles sont trop complexes. Et c'est pour ça que nous avons un sentiment de panique face au futur, c'est que nous voyons bien quels sont les problèmes, mais nous peinons à deviner les solutions. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Laurent Testo est journaliste, spécialiste de ce qu'on appelle l'histoire globale, une discipline qui vise à dépasser les récits nationaux pour comprendre comment l'humanité dans son ensemble s'est développée depuis ses débuts. Son ouvrage le plus connu à ce jour est Cataclysme, livre dans lequel il explique notamment comment l'homme a modifié son environnement au travers des âges et quelles en ont été les conséquences sur le cours de son histoire. Dans cet épisode, Laurent nous donne des clés de lecture nouvelles sur notre passé et nous tentons ensemble d'en dégager des enseignements pouvant nous éclairer sur notre époque actuelle et sur celle qui vient. Bonjour Laurent. Bonjour Julien. Bienvenue sur Sismic. Merci de m'inviter. Sismic est, je tire le petit pitch d'entrée pour être sûr qu'on est bien aligné. C'est Sismic, c'est un podcast qui aborde la question du futur, hein, comme tu le sais déjà. Mais aujourd'hui, on va passer pas mal de temps à parler du passé. Voilà, notamment pour essayer de mieux comprendre ce qui caractérise notre époque actuelle par rapport à celles qui l'ont précédée. Et surtout voir si on peut tirer les enseignements pour essayer d'anticiper ce qui vient ou pas, ou si effectivement chaque époque est différente. Mais bon, certains disent que l'histoire avec un grand H bégaye, que l'histoire des hommes est faite de grands cycles de croissance, de progrès et d'effondrement, et qu'il y a donc toujours quelque part une espèce de trame, des codes, des règles qui ne changent pas vraiment, avec lesquelles il faut composer. Donc tu as une approche de l'histoire qui est particulière puisqu'elle se veut globale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire globale par rapport à d'autres types d'histoires ou d'autres approches qu'on peut avoir ? Alors, c'est une histoire à très grande échelle qui est apparue aux États-Unis il y a un peu plus d'un demi-siècle face à des questions qui émergeaient, qui étaient d'ampleur planétaire et pour lesquelles les outils des historiens qui étaient destinés à appréhender le passé de sociétés ou d'individus, mais de façon réduite à partir de l'archive, ces outils-là étaient insuffisants. Et l'histoire globale met en perspective transdisciplinaire d'abord les passés de l'humanité. Alors transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on associe différentes disciplines académiques, la démographie, l'archéologie, les sciences de l'environnement, l'économie, au besoin, pour faire un récit d'ensemble de la façon dont l'humanité a affronté le passé et non plus un récit qui soit surtout structuré sur des notions de progrès ou de domination du monde par l'Occident, parce que malheureusement trop souvent on s'inscrit dans une histoire qui a été écrite au XIXe siècle pour renforcer les identités nationales des États-nations qui étaient alors en formation en Europe et en Amérique. Et on a voulu faire un récit des identités nationales avant de faire un récit des humains. Et finalement, on connaît très mal l'histoire de la Chine, de l'Inde ou de l'Afrique, alors qu'on est censé, dans notre culture de citoyen, bien connaître l'histoire des institutions françaises, voire l'histoire de l'Europe et éventuellement l'histoire des États-Unis. Mais on ne va généralement pas plus loin dans un cursus, sauf si on fait vraiment quelque chose de très spécialisé. Et c'est vraiment dommage parce que quand on parle par exemple de tensions environnementales, l'histoire de la Chine ou de l'Afrique sont très riches d'enseignements. Donc toi, tu as décidé d'avoir... tu es pas historien à la base, hein, tu es journaliste. Je suis journaliste et je me suis spécialisé en histoire dans le cadre du mensuel Sciences Humaines. D'accord. On va rentrer directement dans le sujet. Quels sont les grands facteurs en fait d'évolution de l'histoire humaine ? Est-ce qu'il y a un pattern ? Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation apparaît, se développe, en domine d'autres et éventuellement disparaît ? J'ai écrit donc un livre qui s'appelle Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, pour essayer de voir comment l'espèce humaine elle-même avait évolué. Alors, la civilisation est une apparition relativement tardive dans l'histoire humaine. 99% de l'histoire humaine, c'est devenu une banalité de le dire. Nous étions chasseurs-cueilleurs et les structures étaient probablement tribales, avec des groupes qui pouvaient peut-être être importants. En tout cas, il y a 30 000 ans, on commence à voir apparaître des traces de commerce longue distance, des élites, etc., dans différents endroits de l'ancien monde, c'est-à-dire Europe, Asie, Afrique. Mais ça fait civilisation à partir de ce qu'on appelle la révolution agricole ou néolithique, un moment de l'histoire, il y a 10 000 ans, où on commence à domestiquer le vivant.
Et c'est à partir de là qu'on commence à parler de l'apparition progressive de civilisations. Et je pense que c'est un moment important parce que jusque-là, l'espèce humaine était un animal vraiment parmi d'autres, en ce sens que nos ancêtres avaient développé progressivement un gros cerveau, une culture, très probablement déjà des religions et à coup sûr des langages, des technologies, des outils, mais ils n'avaient pas dépassé un certain volume de développement par rapport à leur milieu. Je m'explique, nous étions toujours liés à l'exploitation classique du milieu. Chasseur-cueilleur, ça veut dire qu'on se nourrissait de gibier et de plantes qu'on ramassait. Mais la Terre pouvait accueillir des êtres humains comme super prédateurs de l'ordre de 3 à 5 millions de personnes et pas davantage. Et il y a 10 000 ans, nous étions déjà présents quasiment partout sur la planète. Il restait quelques grandes îles comme Madagascar et la Nouvelle-Zélande à trouver, mais en tout cas on était présents sur l'ensemble des continents habitables et on ne pouvait guère plus dépasser ce nombre, et la révolution agricole a permis d'intensifier la production et donc de construire ces civilisations. On a domestiqué les plantes, les animaux, les autres humains pour faire des sociétés très hiérarchisées, et on a construit des États et des civilisations. Pour autant, il ne faut pas prendre le terme de civilisation comme quelque chose qui serait linéaire et inaltérable dans l'histoire. Les civilisations ont beaucoup évolué. Et par exemple, aujourd'hui, on se revendique de l'héritage de Rome en disant c'est une première forme d'Europe, mais Rome n'était pas européenne. Rome était méditerranéenne. C'est un empire qui est centré sur la Méditerranée et qui voyait le monde complètement différemment. Nous ne sommes pas romains si ce n'est par des vestiges dans notre droit, dans notre langue, puisque nous parlons une langue latine, et dans certaines de nos idées, mais nous ne vivons pas comme les Romains, qui avaient un centre vraiment riche, qui était l'actuel Proche-Orient. C'est pour ça qu'à la fin, l'Empire romain se décale vers l'Est, vers Constantinople, parce que c'est la partie la plus riche à préserver au moment de son effondrement, et également l'Empire romain, la plus grande partie de sa production agricole se faisait au Maghreb. Donc il faut vraiment imaginer que l'Europe d'il y a 2000 ans, c'était centré sur la Méditerranée, avec la zone la plus riche dans l'équivalent actuel de la Syrie et de la Palestine, et la zone la plus productive, agricolement parlant, c'était la Tunisie et l'Égypte. C'était un autre monde. Donc si on reste quand même sur cette histoire des 2 ou 3 000 dernières années, donc et qu'on étudie la manière dont les sociétés humaines ont évolué et se sont développées, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un bassin de population va progresser, va inventer des technologies, va pouvoir en conquérir d'autres? Tu regardes, juste pour comprendre un peu ta grille de lecture de l'histoire, est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les idées? Est-ce que c'est les histoires qu'on se raconte? Est-ce que c'est l'environnement? Tu vois, comment tu... Alors, tout ça. Il y a une mayonnaise en tout ça, c'est-à-dire ces différents éléments qui vont prendre ou ne pas prendre. L'environnement dicte le cadre des possibles, c'est-à-dire il y a des ressources dans le milieu et si les ressources n'y sont pas, on fera pas une révolution énergétique si on n'a pas une source d'énergie fossile à proximité, par exemple, ou alors il faudra inventer autre chose. Et voilà. Après, il y a effectivement des sortes de hasards, c'est-à-dire je ne pense pas que ce soit des essences dans certaines sociétés qui aient fait qu'on ait réussi ou pas à se développer, mais bien une somme de décisions qui peuvent être sociétales, politiques, etc., qui aboutit à des formes de développement. Et après, il y a des hasards complets, comme par exemple le triomphe de l'Europe, du modèle occidental au XIXe siècle, le moment où l'Europe va dominer le monde à travers les colonies, à travers une politique très agressive vis-à-vis du reste du monde. C'est lié à un hasard biologique, littéralement, c'est-à-dire que quand les Européens sont arrivés dans les Amériques par accident avec Colomb et ses successeurs, ils ont apporté des maladies auxquelles les Amérindiens n'avaient jamais été exposés, ce qui fait que les Amériques se sont transformées en ce qu'on a appelé plus tard Terra Nullius, terre vierge, parce que 90% des Amérindiens sont morts des microbes apportés par les Occidentaux, ce qui fait que il a été très facile de conquérir les Amériques et que ça a donné à l'Europe à la fois un marché extérieur et des ressources formidables pour asseoir son hégémonie. Et ça, c'était un hasard complet parce que personne ne pouvait prévoir cette histoire de microbes, en fait. Donc il y a une part de hasard dans ce qui se fait. Il y a aussi un rapport à
à l'environnement dont tu parles pas mal justement dans Cataclysme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du rapport entre les hommes et leur environnement pour expliquer l'histoire du développement humain? Et j'avais noté une phrase du livre. Donc je te cite: les évolutions des sociétés humaines ne se comprennent pleinement que quand on les étudie dans leur contexte environnemental. Il faut envisager le milieu comme un théâtre pour que l'histoire humaine prenne pleinement sens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce facteur environnemental pour expliquer l'histoire du monde? Alors, le facteur environnemental a joué à plusieurs degrés. J'ai parlé de la révolution agricole. Il faut bien comprendre que les sociétés du passé, jusqu'à une autre révolution qui était la révolution énergétique industrielle dans laquelle on vit aujourd'hui, dont nous sommes les héritiers, donc qui a lieu au 19e siècle et qui permet d'accroître la production alimentaire massivement au 20e. Avant cette révolution-là, nous sommes dans des sociétés agraires. C'est-à-dire que, en très gros, quand il y a des hivers pourris, une succession d'hivers pourris ou d'étés de sécheresse, que le blé ou le riz, ou peu importe l'aliment sur lequel on se base, vient à manquer, les gens ont faim. Et quand les gens ont faim, le pire est à prévoir parce que les gens se soulèvent, les empires vacillent, on attaque les voisins pour soulager les tensions autant que pour essayer de drainer leurs ressources. Et le rythme, en fait, de l'histoire mondiale a été dicté par des périodes climatiques particulières. C'est-à-dire qu'on pense souvent à tort qu'on vit dans l'Holocène, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, une période de réchauffement, de stabilité, en fait, de climat stable et chaud. C'est vrai par rapport aux grandes lignes du passé, où on a eu des séries de glaciations. On est dans un interglaciaire. Mais ce n'est pas pour autant une période réellement stable, c'est-à-dire qu'il y a eu des variations climatiques de l'ordre de 1 degré centigrade sur plusieurs siècles, mais qui ont changé le destin des sociétés. Et on peut inscrire ainsi une sorte de cycle, on peut reprendre ça depuis 2000 ans. Il y a 2000 ans, et plusieurs empires dominent l'Eurasie. Il y a Rome à l'ouest, un empire en Perse, qui va changer 2 fois de nom, mais peu importe. Il y a un empire au nord de l'Inde, et il y a un empire en Chine, l'empire des Han. Et c'est lié à un optimum climatique. Il fait chaud, les Romains peuvent produire beaucoup de nourriture grâce à un modèle agricole de production plus ou moins intensive, basé sur le travail forcé, une société très inégalitaire, mais en tout cas, un moment stable de paix, et ça s'érode à partir du 3e, 4e siècle sous l'afflux d'épidémies, et surtout à partir du 6e siècle sous l'impact d'éruptions volcaniques qui vont refroidir le climat pour plusieurs siècles, entre 535 et 850. Le climat va se refroidir d'environ 1 degré et c'est un moment de morbidité extrême. La peste fait son apparition et les populations dans l'ancien monde chutent probablement d'un bon tiers, voire de la moitié des effectifs initiaux. Et c'est dans ce contexte qu'on peut comprendre aussi l'expansion de l'islam, c'est que les cavaliers sortis du désert vont attaquer des civilisations qui sont moribondes. Et s'emparer de très grands espaces parce que justement ils ne sont plus aussi densément peuplés qu'avant et les institutions qui contrôlaient ces espaces elles-mêmes sont extrêmement fragilisées, que ce soit l'Empire perse, que ce soit l'Empire romain d'Orient. Et c'est dans ce cycle-là que l'on peut relire à nouveau l'histoire du monde, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel optimum climatique, le climat se réchauffe à nouveau entre, grosso modo, l'an 850 et l'an 1275. C'est ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un essor civilisationnel, un essor démographique. C'est le moment où la Chine atteint quasiment une apogée avec l'essor de la fin des Tang et surtout l'essor des Song, les Song du Nord. On va avoir une civilisation où on utilise le papier-monnaie, où on utilise beaucoup le charbon, où on produit de l'acier de façon massive, une sorte de pré-industrialisation forte, une naissance même d'une forme de capitalisme. Et puis tout ça va à nouveau s'éroder sous l'effet de tensions environnementale. L'environnement n'est pas le seul en cause. Dans cette histoire des Song, il y a le fait que pour nourrir leur expansion démographique, les Song vont envoyer toujours plus de paysans
conquérir des terres avec des armées contre les nomades. Donc ils vont forcer les nomades à s'organiser, à copier les méthodes d'organisation militaire des Song. Donc il y a un rapport déjà agressif par rapport aux voisins. Les paysans vont déboiser pour mettre en œuvre des cultures, ils vont déboiser les collines qui permettent de gérer justement l'afflux en eau dans les grands fleuves autour desquels sont les principales cultures et sont les villes chinoises. Et ces grands fleuves vont connaître des crues de plus en plus importantes. Donc l'État Song va enfourner des ressources de plus en plus importantes pour construire des barrages pour essayer de se protéger des crues. Et à un moment, tout ça, ça craque. C'est-à-dire que les crues deviennent trop importantes, elles brisent les barrages, elles noient des centaines de milliers de personnes, jusqu'à 1 million de personnes pour la première grande crue. Et là, les voisins se réveillent, ainsi que les paysans. Il y a des rébellions paysannes, il y a des agressions venues des steppes, l'État n'est plus en mesure de faire face à toutes ces dépenses et il s'effondre. Voilà. Et c'est en partie lié à des relations environnementales, mais c'est aggravé également par les décisions que prennent les élites de se battre littéralement contre les nomades, notamment la Confédération Jurchen, contre les paysans. Voilà. Et il y a un moment où les décisions prises par les différents acteurs humains, par aveuglement ou parce qu'ils ont toujours fait comme ça, donc ils continuent dans la dynamique des solutions antérieures face à des problèmes nouveaux, mènent au désastre. C'est un peu la même grille de lecture que Jared Diamond, en tout cas sur la théorie. Mais en pratique, je pense que il faut être plus souple et ne pas être forcément dans le déterminisme historique. Donc on a des évolutions climatiques et une manière de gérer l'environnement qui vont avoir un impact non négligeable sur la possibilité d'une civilisation de se développer ou qui vont provoquer des effondrements, même si c'est pas le seul critère, parce qu'il peut y avoir aussi des civilisations qui vont résister mieux que d'autres dans des mêmes conditions. Est-ce qu'il y a malgré tout au niveau mondial au cours de cette histoire un peu moderne, enfin ces 2000 dernières années, est-ce qu'on voit le rapport de l'homme à la nature évoluer, ou est-ce qu'il reste un peu partout dans cette idée que la nature doit être quelque chose qu'on doit exploiter, dominer, et dont il faut s'affranchir? Alors, on a un rapport, je dirais, qui est presque animal à la nature, c'est-à-dire que elle nous offre des ressources. On a besoin de l'environnement, en gros, pour trouver de quoi manger. Donc, il y a forcément un rapport, je dirais, qui est de l'ordre de la prédation. Et la théorie que je développe dans Cataclysme, c'est que en fait, nous menons une guerre à la nature. Que cette guerre, pendant l'essentiel de notre histoire, elle a été de basse intensité, c'est-à-dire qu'on chassait des animaux, et c'est devenu assez efficace à la fin de la préhistoire, où on a chassé massivement les grands animaux, tels les mammouths, jusqu'à en mener une bonne part à l'extinction. 85% à peu près des grands animaux. La mégafaune a disparu il y a 50 à 10 000 ans. Voilà, bon, je décris le processus. C'était lié aux évolutions du climat et c'était lié à la surprédation humaine qui ont joué de concert, je pense que la surprédation humaine était vraiment l'élément déclencheur. Ensuite, nous avons mené une guerre de moyenne intensité à la nature à partir du moment où, suite à la révolution agricole, nous avons su nous organiser avec des idéaux universaux qui ont pris la forme d'états universaux, qui étaient les empires, qui ont pris la forme de religions universelles, qui sont nées il y a 2500 ans à peu près. Toutes les matrices religieuses sont nées il y a 2500 ans dans notre histoire, et qui ont pris la forme de l'argent, qui a été également inventé il y a 2500 ans en plusieurs points de l'ancien monde simultanément. Et ces trois moyens, les religions, les États et l'argent, c'est-à-dire ce que j'appelle les 3M, les marchands, les missionnaires et les militaires, ont permis d'accroître massivement la prédation humaine sur l'environnement et ont débouché sur une guerre de moyenne intensité. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir des déboisements assez rapides dans certains milieux. Par exemple, quand l'islam, après avoir conquis une bonne partie du monde dans l'espace d'un siècle, décide d'avoir une capitale à sa dimension, construit Bagdad, on va déboiser sur les côtes africaines d'Afrique de l'Est pour fournir Bagdad en bois de construction, et on va construire ex nihilo une ville qui va atteindre près d'1 million d'habitants. C'est surréaliste, ça s'est pas encore fait dans l'histoire. La Chine fait quasiment la même chose au même moment autour de Chang'an en reconstruisant Chang'an, et donc on a des plans de planification extraordinaires qui peuvent alors se mettre en œuvre parce qu'on a des idéaux communs qui animent des gens
pour faire des choses extraordinaires. Il faut imaginer ce qu'est une ville d'1 million d'habitants sans l'énergie moderne, sans les moyens modernes de gérer les ordures, de gérer l'apport en nourriture, etc. C'était un tour de force, c'était une démonstration de puissance. On se gargarise de l'histoire de l'Europe, mais à l'époque où la Chine et l'islam construisent des cités d'1 million d'habitants, la plus grande cité européenne, et c'est Constantinople, aujourd'hui en Turquie, Istanbul aujourd'hui, c'est probablement 300 à 400 000 personnes au mieux. Donc, et si on part plus à l'ouest, on tombe sur des villes comme les de 50 000 habitants au maximum. Et c'est donc des dimensions de l'histoire qui relativisent la position de l'Occident et de l'Europe, et qui montrent aussi que les moyens de captation des ressources environnementales ont pu changer de lieu. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, l'Irak ou l'Arabie Saoudite était probablement en mesure de produire plus de ressources qu'aujourd'hui. Mais il y a eu partout en commun, justement malgré ces différences civilisationnelles et culturelles, cette mise en place d'outils ou de récits ou de religions qui ont traité la nature en fait comme une ressource. C'était aussi vrai sur le continent américain, parce qu'on a souvent cette croyance que ça pouvait être différent puisque c'était isolé. Comment ça se passait Alors, le continent américain avait un rapport au milieu qui était complètement différent. En très gros, dans l'ancien monde, on pouvait produire plus par la monoculture, ce qui permettait des structures impériales. La monoculture, c'est quoi? C'est des socs en métal qui permettent de retourner la terre et de produire une céréale dont un pouvoir central peut contrôler la distribution, parce que les récoltes se font à date fixe et du coup on peut envoyer l'armée pour être sûr que personne ne vole des sacs, etc. Mettre un système d'imposition en place. Voilà. Les Amérindiens n'avaient pas d'acier et ils n'avaient pas d'animaux de trait pour tracter des socs, donc ils n'ont pas eu l'idée d'inventer ça. À la place de quoi, ils ont reposé sur une intensification du brûlis. En gros, le paysan européen confronté à une souche qui le gêne, il faisait appel à des bœufs, à des socs, il creusait autour à la pioche et il enlevait la souche. Les Amérindiens, ils pouvaient pas faire ça, donc ils brûlaient la souche. Ils avaient des techniques de combustion pour détruire ces souches. C'était donc une agriculture qu'on aurait pu qualifier de basse intensité, mais qui reposait sur le brûlis périodique des grands espaces américains pour produire non pas une monoculture, même si les civilisations amérindiennes, la hiérarchie reposait sur le contrôle du maïs, mais sur une association que les Aztèques vont appeler la milpa, les trois sœurs, c'est-à-dire l'association d'un tuteur, le maïs, qui va fournir une plante que l'on peut stocker, d'un haricot qui va s'enrouler autour du maïs et qui fournit la partie protéinique, légumineuse de l'alimentation, et d'un couvre-sol qui est la courge, qui va permettre de diversifier les apports alimentaires et de protéger le haricot et le maïs des prédateurs, parce que les courges initialement elles avaient des épines avant qu'on les enlève par sélection. Et c'était une autre forme d'agriculture, et ça explique aussi pourquoi les Européens en débarquant en Amérique ont considéré que les Amériques étaient terra nullius. C'est parce qu'ils ne voyaient pas trace de l'agriculture telle qu'ils la concevaient eux, avec des champs bien délimités, des barrières, des animaux de trait, de la terre retournée. Tu disais même l'Amazonie était une forêt exploitée. L'Amazonie était un grand verger. Alors, pas forcément exploité de façon très dense, mais qui abritait plusieurs millions de personnes, des grandes civilisations jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Et on vivait en fait autour de grands centres de population qui avaient construit des grands bassins en Amazonie pour se nourrir de sortes de nénuphars dont ils prenaient les racines, et de tortues qu'ils élevaient également dans des bassins. Il y avait énormément de villages connectés par des routes en Amazonie, et ces villages produisaient suffisamment de nourriture pour nourrir ces centres de population. Et il y avait une sorte d'agroécologie de basse intensité, ce qui a été démontré par de nombreux auteurs. Pour une synthèse, on peut se référer à Charles Mann
pour les sources américaines. Et récemment, un chercheur français, Stéphane Rostin, a fait 2 livres sur cette question de l'archéologie de l'Amazonie précolombienne, où on voit effectivement qu'il y avait une forme d'horticulture, c'est-à-dire on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'arbres alimentaires ou utiles aux humains en Amazonie que ce qu'il devrait y avoir écologiquement. C'est simplement parce que les humains, pendant au moins 3000 ans, ont orienté la croissance des arbres en errant, en se déplaçant périodiquement dans la jungle et en coupant les arbres dont ils ne voulaient pas, en favorisant la croissance des arbres qu'ils souhaitaient voir pousser à tel ou tel endroit pour leur assurer des ressources qui peuvent être alimentaires, qui peuvent être aussi matérielles comme des fibres. Et puis à l'arrivée des Espagnols, pour finir là-dessus, 90% des gens sont morts de maladies en gros, et la forêt est redevenue sauvage et dense. Et je voudrais peut-être se recentrer sur les derniers siècles pour nous ramener justement à l'époque actuelle. Pour essayer de comprendre en fait dans quelle époque on vit. Qu'est-ce qui s'est passé on va peut-être commencer ces 400 dernières années avec qui a amené en fait la domination du monde par les Européens. Qu'est-ce qui s'est passé et du coup on est un peu toujours les héritiers de cette période-là et du développement et de la vision du monde très très européenne. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a amené ça et qu'est-ce qui s'est passé plus particulièrement peut-être depuis le début de la révolution industrielle qui nous amène à vivre dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et avec cette espèce aussi de croissance exponentielle qu'on a vue ces dernières décennies? Alors l'Europe, effectivement, par une succession presque d'accidents, a pris une trajectoire très particulière qu'on peut résumer en quelques grandes étapes. Il y a d'abord une sorte de révolution mentale peut-être à la fin du Moyen-Âge sur le fait de systématiser des rapports mathématiques d'appréhension du monde. Ça se traduit par l'apparition de la comptabilité en partie double qui a probablement été inventée en Perse, mais qui fait le succès en tout cas des marchands italiens qui la systématisent. Ça permet de planifier en fait des actions, notamment bancaires, et ça débouche cette réflexion-là sous diverses trajectoires, tensions, etc., sur l'invention des sociétés anonymes dont on peut retracer la genèse en 1600 lorsque l'Angleterre crée la Compagnie des Indes orientales. Puis la Hollande. Voilà, et puis les Pays-Bas font exactement la même chose. On a affaire là à des pouvoirs périphériques qui sont en but à la puissance espagnole et qui donc vont utiliser des outils qui ont été un peu conceptualisés par les théologiens espagnols, enfin j'explique ça dans Cataclysme, sur cette logique qui aboutit à créer en fait une société anonyme avec capitalisation par action. L'EIC, la Compagnie britannique des Indes orientales, est probablement la firme la plus puissante de l'histoire puisqu'au XVIIIe siècle elle va en venir à dominer un continent entier, l'Inde. Elle va permettre à l'Angleterre, 7 millions d'habitants, de conquérir un sous-continent ou un continent littéralement à part entière, peuplé de 150 millions de personnes. Donc c'est là, ça marque un peu le début d'un premier outil de capitaliste. C'est comme ça que tu décris ça. C'est par les outils du capitalisme que l'Inde a conquis. Donc à partir de 1600, l'Angleterre a conquis l'Inde progressivement. On invente la société par action et ça dote ces pays-là d'un outil de conquête particulier, c'est ça? C'est ça. Pour résumer le processus, les Britanniques arrivent, ils s'endettent auprès des marchands indiens qui, eux, ont du capital pour monter des affaires. Au début, les marchands indiens pensent que c'est juste pour acheter des soieries, donc ils laissent faire parce qu'ils détiennent vraiment à la fois des cotonnades, pardon. Il y a des soieries, mais c'est surtout les cotonnades sur lesquelles repose l'économie de l'Inde. Et ils ont des usines où ils impriment. L'Inde habille, à l'époque, la moitié de l'Asie. Et en gros, ils laissent venir les Anglais dans ce marché parce qu'ils veulent pouvoir leur vendre des choses, donc ils leur avancent de l'argent pour mettre en place un circuit d'échange. Et en gros, les marchands britanniques vont s'installer en Inde et puis progressivement convaincre les pouvoirs en place qu'ils ont des outils plus efficaces, ce qui est partiellement vrai, pour percevoir par exemple les impôts. Donc ils se font déléguer la perception des impôts pour le Bengale de l'Empire moghol. Et progressivement, les Indiens vont bouffer l'Inde, non pas militairement, ils en sont bien incapables,
Les Anglais vont bouffer l'Inde en utilisant les outils, les leviers que leur offrent les placements du capital, des outils que ne maîtrisent pas pleinement les Indiens. Initialement, et ils vont dépouiller progressivement les Indiens justement de leur capacité à fabriquer les indiennes, les tissus à base de coton, jusqu'à racheter les manufactures indiennes, les laisser pourrir et reléguer l'Inde au rang de producteur de coton pour que la matière première soit envoyée ensuite en Angleterre pour fournir du travail aux Anglais, et donc pour que la marge de fabrication de ce tissu vienne en Angleterre. Et donc là, on arrive au début de la révolution industrielle. C'est ça. Et l'idée est dès lors d'utiliser le charbon pour lancer ce processus. Alors il y a plusieurs processus simultanés qui se chevauchent. J'ai parlé de la puissance de l'Empire espagnol. Elle vient des ressources initialement qu'elle draine des Amériques, et notamment la mine du Potosí, mine d'argent, qui, complétée avec les mines du Mexique, permet à l'Espagne de dominer l'approvisionnement en argent du monde, puisque 85% de l'argent qui va être produit de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe va être issu de ce circuit-là, de ces montagnes d'argent que l'Espagne draine du Nouveau Monde. Donc cet argent, il va d'abord partir vers l'Inde et vers la Chine pour payer la balance déficitaire en paiement, mais il va également pousser l'Angleterre à produire de la laine pour vendre des choses à l'Espagne. Pourquoi de la laine? Pourquoi on parle de tissu à ce moment-là? C'est parce qu'on est dans le petit âge glaciaire, qu'il fait froid, et que donc les Espagnols ont besoin de tissu. Tout ça est lié mécaniquement. Pour produire de la laine de façon massive en Angleterre, de la laine qu'on va vendre aux Espagnols pour avoir cette partie de l'argent dont on a besoin pour développer son économie, les nobles britanniques vont mettre la main sur l'ensemble des ressources collectives des paysans anglais et entamer un exode rural. C'est ce qu'on appelle le phénomène des enclosers. Et ils vont s'approprier donc les grandes surfaces agricoles anglaises pour pouvoir avoir des moutons. Qui étaient jusque-là communes, c'est ça? Voilà, les commons. Donc on privatise, on commence à privatiser la terre. On privatise la terre, et cela provoque un exode rural précoce. Et si on rapatrie ensuite le coton en Angleterre, c'est parce que on ne peut pas laisser les pauvres sans ressources. Ceux-ci se sont accumulés autour des villes, et donc on force les villes à prendre en charge ces gens déracinés des campagnes qui n'ont plus de ressources. Mais comme on est dans une logique un peu religieuse où quand tu es pauvre, c'est que c'est de ta faute, t'as pas été assez motivé pour t'en sortir tout seul, donc il faut que tu expies, on met ces pauvres au travail. C'est ce qu'on appelle les maisons des pauvres. Et donc on a autour des grandes villes toute une main-d'œuvre disponible. C'est pour ça qu'on rapatrie, qu'on fait des usines, qu'on rapatrie du coton. C'est pour mettre ces gens au travail. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi d'utiliser le charbon plutôt que, par exemple, l'énergie hydraulique ou solaire qu'on pourrait commencer à maîtriser? On utilise le charbon parce que c'est un moteur mobile on peut mettre l'énergie là où on en a besoin. Alors que pour d'autres ressources renouvelables, on serait obligé de se déplacer, et on pourrait se heurter à un refus de la part des populations travailleurs de venir travailler ailleurs. C'est-à-dire, on amène le travail là où est la main-d'œuvre, là où est fixée déjà la main-d'œuvre. C'est une très bonne introduction, parce que je pense que ça va être intéressant de parler plus particulièrement du rapport entre énergie et notamment énergie fossile et le développement qu'on a eu, le développement civilisationnel et mondial des 200 dernières années, et continuer d'expliquer aussi quel est le rapport entre les ressources énergétiques, notamment le charbon, et la domination du modèle occidental. Alors le charbon est effectivement choisi initialement parce qu'il permet de fixer la main-d'œuvre, d'apporter le travail là où est la main-d'œuvre, mais ça va faire une sorte, ce que les Anglais appellent backfire, c'est que on va mettre en place une nouvelle classe ouvrière qui est celle des mineurs, et les mineurs, finalement, comme ils vont chercher le charbon de plus en plus loin, grâce justement aux pompes animées par le charbon qui permettent d'extraire l'eau, de sortir l'eau des mines et donc d'aller toujours plus profond, les mineurs vont devenir tout puissants. C'est-à-dire que s'ils s'arrêtent de produire, toute l'économie elle-même, qui désormais est accro au charbon à la fin du 19e siècle, ne peut plus fonctionner. Donc ils vont imposer d'avoir leur part du gâteau.
par des grèves et par des systèmes également de solidarité. On va mettre en place les syndicats, qui sont initialement en fait des sortes de caisses où il y a beaucoup d'accidents dans les mines, donc des veuves qui se retrouvent sans ressources, et donc on met en place des caisses où chacun cotise au cas où il meurt, que sa veuve soit sans ressources, qu'elle soit prise en charge par le groupe. Et donc ces outils-là vont permettre la naissance de la démocratie. Et quand on va commencer à basculer d'énergie, en fait on bascule pas d'énergie, à compléter l'énergie du charbon par une autre énergie fossile qui est celle du pétrole, les pays qui vont produire du pétrole ont compris la leçon. Et donc ils vont organiser l'extraction pétrolière de façon à ce que personne ne puisse la bloquer. Et c'est pourquoi, ça c'est la thèse d'un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, c'est que le régime énergétique conditionne le régime politique. Ce qui est en partie vrai. Et si on a surtout des dictatures dans le monde pétrolier, c'est parce qu'on a organisé l'exploitation de façon à ce que personne ne puisse la bloquer. Par exemple, on va réactiver dans les pays musulmans où on va extraire du pétrole la vieille opposition un peu mythologique entre chiites et sunnites. On va faire en sorte de mettre ensemble des gens de différents milieux. On va leur monter la tête en leur rappelant qu'ils sont ennemis depuis toujours, au besoin en rajoutant dans ce conflit, pour qu'il n'y ait pas d'organisation entre eux en mesure d'enrayer la distribution de cette énergie. Ça ne va pas avoir lieu dans la matrice de l'exploitation pétrolière que sont les États-Unis, parce que là, il y a une tradition complètement différente du petit entrepreneur, d'un tissu, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Ça dépend aussi des sociétés et ça dépend de la façon dont s'organise le prélèvement de ces ressources, dont il est planifié, etc. Ça dépend des acteurs humains, en bref. C'est-à-dire que le milieu offre un certain nombre de possibles et les acteurs humains, par leur choix, ne vont pas dicter, mais vont choisir tel ou tel itinéraire. On va revenir sur ce rapport entre énergie et régime politique. Peut-être pour revenir sur l'occidentalisation du monde. Qu'est-ce qui fait en fait qu'à ce moment-là, l'Europe continue de prendre le pas sur le monde, parce qu'il y avait déjà un processus qui était enclenché avec une domination, comme tu dis, par exemple, des Anglais à l'Inde, avec au 19e siècle peut-être la Chine aussi qui se fait dominer, mais quoi, la Chine n'avait pas de charbon, l'Inde n'avait pas de charbon, l'Afrique n'avait pas de charbon, qu'est-ce qui se passe? Si, l'Inde avait du charbon, mais il va être mis en œuvre par le colonisateur britannique. Qui est déjà en place à ce moment-là. Même si elle a des hauts fourneaux assez précocement qu'elle copie sur la technologie chinoise, même si l'Inde est le producteur de l'acier de référence durant le Moyen-Âge, le Watt, le fameux minerai avec lequel étaient produites les épées vikings de qualité absolument extraordinaire, venait d'Inde, et l'acier de Damas lui-même est issu des technologies indienne, donc effectivement, on l'a oublié, mais entre le 9e et le 12e siècle, la puissance sidérurgique de référence dans le monde, après la Chine des Song, c'est bien l'Inde. Et elle exporte son acier jusqu'en Europe, parce que c'est celui qui est de meilleure qualité. Voilà. Mais ils n'ont pas systématisé cette exploitation-là. Et en fait, il y a un auteur qui a résumé ça dans un ouvrage d'histoire globale qui est une des références, c'est Kenneth Pomerantz avec une grande divergence qui est traduit en français. Le constat de Pomerantz avec d'autres, c'est que la Chine est la superpuissance mondiale au moins jusque dans les années 1750. Et à partir des années 1750, elle décroche face à l'Occident. Alors, il y a un certain nombre de causes, mais en gros, depuis les Song du Nord, en fait, la Chine n'a plus accès à ces ressources en charbon qui sont au nord, qui sont loin des villes prospères du sud. Et donc, elle ne peut pas réaliser cette mutation énergétique. En revanche, elle va réaliser un certain nombre des prérequis des systèmes capitalistes, et notamment elle va avoir une pré-industrialisation très précoce et probablement beaucoup plus importante que l'Europe, contrairement à ce qu'on penserait à prime abord au XVIe, XVIIe siècle. Mais elle va être bloquée par l'écologie. La Chine est en fait victime d'une malédiction des ressources, c'est-à-dire que elle a toujours abrité entre 1 tiers et 20% de la population mondiale, alors qu'elle ne dispose au cours de son histoire que de 8 à 10% des surfaces arables de la planète. Donc, elle va gérer ça
d'une façon très simple, elle va intensifier la production alimentaire, d'où les rizières chinoises, d'où l'adoption systématique de nouveaux plants de riz. Par exemple, autour de l'an 1000, on fait venir de nouveaux plants de riz d'un royaume cambodgien parce qu'ils permettent plusieurs récoltes par an, ce qui permet d'intensifier la production alimentaire. Il y a très peu de viande dans le régime initial chinois parce que la viande consomme beaucoup de ressources environnementales. Il faut de l'espace pour faire paître des gros animaux. Voilà. En revanche, il va y avoir de la volaille parce que vous pouvez faire des volailles dans des cages et les nourrir avec les déchets justement végétaux que vous produisez. Il va y avoir du poisson dans le régime chinois. Voilà, mais très peu de gros animaux jusqu'à l'époque moderne où ils vont se mettre à copier en fait l'Occident. Le pétrole, et peut-être comment on explique l'exponentielle dont je parlais tout à l'heure, cette croissance hallucinante du tout de la population, de notre mode de vie. Qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Alors, il y a d'autres auteurs qui ont beaucoup mieux travaillé que moi sur la question spécifique du pétrole. Je pense à Mathieu Ozano. Donc, j'ai plutôt parlé en termes, pour ma part, de succès démographique en lien avec l'énergie. En très gros, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait un cliquet malthusien, c'est-à-dire une limite de ressources à la population de chasseurs-cueilleurs, qui était le milieu terrestre pouvait accueillir 5 millions de chasseurs-cueilleurs, et la révolution agricole a permis de multiplier en fait la population humaine jusqu'à l'ordre d'1 milliard de personnes, chiffre qu'on a atteint vers le milieu du 19e siècle, au moment où on commence à utiliser les énergies fossiles. Et les énergies fossiles vont permettre de densifier l'exploitation des milieux de façon beaucoup plus forte dans le courant du XXe siècle avec des technologies de guerre, parce qu'on a initialement extrait l'azote de l'air non pas pour produire de l'azote en engrais, mais des explosifs, et les premiers pesticides ont été commercialisés à partir de formules qui étaient en fait des gaz de combat développés lors de la Première Guerre mondiale. Donc on va utiliser ces technologies de guerre initialement conçues pour tuer les humains, pour intensifier la production agricole, notamment à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui va permettre d'accompagner de force la croissance démographique mondiale qui a lieu durant le long XXe siècle, c'est-à-dire qu'entre les années 1860 où on passe le cap du milliard d'habitants et où on sent bien qu'avec les techniques de production agricole contemporaine, le monde est en tension, c'est-à-dire que l'Europe qui domine le monde peut importer de la nourriture, elle est à l'abri des famines pour la première fois de son histoire, mais c'est au prix justement de famines extrêmement violentes dans le futur tiers-monde, en Inde, en Chine, qui sont victimes de l'hégémonie de l'Occident. En Inde, par exemple, les Britanniques forcent les Indiens à produire des cultures alimentaires pour la métropole, alors même qu'une série de phénomènes El Niño coupe les moussons et donc amène l'Inde dans une situation de famine. Des dizaines de millions d'Indiens et de Chinois meurent, alors même que dans leurs champs, on produit des ressources pour l'Europe durant le 19e siècle. Donc ça, c'est un épisode extrêmement violent que ces famines coloniales, mais ça montre la façon dont l'Europe drainait les ressources par rapport au reste du monde. Et au XXe siècle, on prolonge ce rapport en expliquant par exemple aux Indiens et aux Chinois qu'il faut qu'ils réussissent une révolution verte à base de ces technologies de production intensive dans les champs que l'on met en œuvre d'abord aux États-Unis puis en Europe, avec le concours des États et des grandes firmes, qui est l'agriculture productiviste que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est certes une agriculture, cette révolution verte, qui va accompagner l'expansion démographique de l'espèce humaine. En 1860, on est 1 milliard sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards. Et ce modèle agricole-là qui a été choisi à un moment déterminé de l'histoire, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a permis d'accompagner cette croissance démographique. Était-il le seul à même d'accompagner cette croissance démographique? On peut se poser la question aujourd'hui, alors qu'il érode justement les ressources du monde, qu'il stérilise la terre. Voilà. Personnellement, je pense que non, et c'est justement une des questions qu'on devrait aborder sur on va passer un peu plus justement à l'époque actuelle. Une notion qui m'intéresse particulièrement ces temps-ci, c'est la notion de progrès. Qui depuis le début, et je suis intéressé aussi par avoir ta définition là-dessus, et peut-être l'histoire de cette idée de progrès, mais
J'ai l'impression que depuis le début, elle est associée à une forme de domination de notre environnement, justement, qui était hostile à l'homme, et puisqu'il fallait gagner sur les animaux, les éléments, les maladies pour pouvoir nous développer, se sentir plus en sécurité, etc. Et aujourd'hui, on a notre technologie qui semble nous dépasser. En fait, on commence à avoir un pouvoir qui est incroyable et le temps qui s'accélère. Et on est aussi quelque part dépassé par la rapidité de la dégradation de notre environnement, là, donc comme on a beaucoup parlé. Comment on pense, est-ce qu'il est encore possible de penser le progrès, c'est-à-dire finalement l'amélioration de la condition humaine dans un contexte pareil, et peut-être revenir sur l'histoire du progrès? Alors, il y a énormément de choses écrites sur le progrès. Certains le voient en Genèse dans, justement, la Genèse, le monothéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu offre le monde aux humains pour qu'ils se multiplient. C'est peut-être vrai, mais ça n'induit pas forcément des rapports au monde. C'est-à-dire, les religions sont choses très plastiques, et la lecture qu'on en fait influence considérablement la façon dont une société se comporte. D'autres pointent le doigt sur la modernité, notamment avec Descartes, qui crée un monde finalement où les humains ont une âme, une conscience réflexive, et pas le reste du vivant, et surtout pas les animaux. Donc quelque part, ça permet de déshumaniser les animaux, et ça a été quelque chose qui a été un prétexte très fort effectivement dans la science moderne, notamment pour la vivisection. On a longtemps pensé qu'on pouvait torturer les animaux parce qu'ils ne ressentaient rien, ils ne souffraient pas. Ça, c'était la suite de Descartes avec Malebranche et compagnie. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Bien évidemment que les animaux ont des émotions, qu'en fait, ils ont aussi une conscience, même si elle peut être différente de la nôtre, et qu'il convient de leur donner des droits. Mais pour autant, on n'a toujours pas intégré ça. C'est-à-dire que les conditions de vie qu'on leur fait dans les élevages industriels pour produire toujours plus de porc, par exemple, sont absolument inhumaines. On mange des animaux que l'on désocialise, on sépare le porcelet de sa mère, on lui lime les dents pour pas qu'il blesse son congénère, on lui coupe la queue, on lui coupe les oreilles pour pas qu'il se fasse mordre. Et puis, il ne connaîtra jamais sa mère. Il va être élevé sans aucune interaction avec et puis être engraissé de force, jamais bouger et être abattu. On revient à cette question de rapport à la nature. Et donc, ce rapport-là, il est inhumain. Mais il a une histoire qui est dans la complexification, en fait. Pour moi, le problème du progrès n'est pas dans... Enfin, il est en partie dans une vision, une ontologie, une façon d'être au monde qui est à déconstruire, qui a des racines religieuses, qui a des racines sociales et qui a des racines politique, mais il est surtout dans l'idée que il faut penser éthiquement ce monde pour vivre en dignité aujourd'hui. Et donc, je prends l'exemple du cochon parce que je pense qu'on peut faire vivre décemment les animaux qui nous entourent tout en ayant des rapports de prédation médiés par une culture, c'est-à-dire de respect envers l'animal. Ça, c'est un premier point. L'idée de progrès s'est doublée en fait d'une idée de complexification des sociétés, d'une idée d'accélération du temps. Ce sont deux éléments fondamentaux qui se conjuguent. L'accélération du temps parce que la première révolution vraiment qui a permis de multiplier la démographie humaine, la révolution agricole, elle a mis 10 000 ans à accomplir ses effets, à en arriver à une impasse. C'est-à-dire le milliard d'habitants que l'on a atteint en 1860. Et en 1860, les gens commencent à réaliser qu'il y a un problème de ressources sur Terre. Mais à ce moment-là, on trouve une solution qui va être expérimentée et puis progressivement imposée dans la seconde moitié du XXe siècle pour accompagner la croissance démographique humaine. Et là, on arrive à une autre impasse qui est probablement aux alentours de 10 milliards de personnes, chiffre qu'on va atteindre vers 2050, qui est, voilà, avec l'agriculture productiviste qu'on a, sachant qu'elle épuise les milieux, on ne pourra plus peut-être nourrir ces 12 milliards de personnes vers 2050, 12 milliards vers 2050, parce que nos milieux seront épuisés. Et ça, ce nouveau seuil démographique, ce nouveau cliquet malthusien, il est dans un temps accéléré. C'est pour ça que tu parles d'exponentiel. C'est parce que nous avons imprimé, l'humanité a imprimé une formidable accélération au temps, et qu'à chaque fois que nous franchissons une limite, le cliquet malthusien, écologique, se referme sur nous beaucoup plus vite. Avant, c'était une question de millénaires, c'est devenu une question de siècles. Maintenant, ça devient une question de décennies. Nous créons toujours plus de problèmes pour résoudre les problèmes antérieurs, et le temps qu'il nous reste pour trouver des solutions aux problèmes que nos nouvelles solutions ont apportés se réduit
de façon drastique. Et c'est pour ça que nous avons un sentiment de panique face au futur, c'est que nous voyons bien quels sont les problèmes, mais nous peinons à deviner les solutions. Et cela vient également, cette accélération, d'une autre forme, qui est la descente dans la complexité. C'est-à-dire que dans la seconde moitié du XXe siècle, on est descendu dans l'hyper simplification. 3 technologies l'ont permis, c'est le biologique. On est descendu jusqu'à l'échelle de l'ADN et aujourd'hui on reprogramme l'ADN des êtres vivants, mais vraiment sur les lettres élémentaires du vivant. On est descendu dans l'atomique et même le subatomique pour produire l'énergie nucléaire, pour aujourd'hui créer des nanotechnologies, c'est-à-dire dans l'infiniment simple pour être dans l'infiniment complexe. Et on a séquencé de la même façon l'information avec l'informatique pour descendre jusqu'aux unités élémentaires de l'information, des suites de 0 et de 1, qui aujourd'hui nous font envisager de créer jusqu'à des intelligences artificielles potentiellement désincarnées, qui pourraient exister dans un futur pas si éloigné que ça. Et donc, nous sommes dans des technologies qui nécessitent la coopération de milliers de cerveaux, voire de millions de personnes. Par exemple, pour faire une centrale nucléaire, aucun être humain n'est capable d'en faire une tout seul. Une pioche, vous pouvez la faire tout seul à la limite, si vous êtes bien dégourdi au niveau des mains. C'est pas mon cas, mais voilà. En revanche, vous êtes incapable, aucun être humain n'est capable de faire seul une centrale nucléaire. Ça demande une collaboration de masse. Et c'est comme ça que fonctionnent en fait tous les systèmes complexes dans lesquels nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a une inertie très forte dans les systèmes où nous sommes. C'est que ce progrès s'accompagne également d'une complexification du monde. Vous pouvez pas dire aujourd'hui on va arrêter la centrale nucléaire parce qu'on vous pose tout de suite des problèmes. Oui, vous allez manquer d'énergie, vous savez pas, les experts savent qu'on n'arrête pas ça comme ça, etc. Il en est de même d'un certain nombre de problèmes qu'on nous oppose, c'est-à-dire on ne peut pas changer les choses parce qu'elles sont trop complexes. Et cette complexité permet également, par exemple, on en revient à l'abattage du cochon, de mettre à distance la mise à mort et de l'escamoter. De même, ça permet, de même qu'on escamote l'agonie des cochons, qui fait que peut-être on mangerait moins de charcuterie si on était conscient que le saucisson que l'on voit arriver sur la table, c'était un être sentient il n'y a pas si longtemps que ça. De même, peut-être se rebellerait-on contre un certain nombre de processus qui sous-tendent notre civilisation, si on était vraiment conscient de là où ça nous mène. Par exemple, que va-t-on faire des déchets nucléaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir l'énergie pour nous éclairer dans notre sous-sol et d'enregistrer une émission et de diffuser ça sur Internet. De même qu'on a externalisé très loin la pollution générée par nos modes de consommation voilà. aussi, par exemple. Toutes ces questions éthiques-là sont reléguées finalement aux marges. Donc tu as déjà commencé cet exercice de projection. Comment tu vois l'avenir? Tu as parlé justement de développement technologique, de limites d'accélération du temps et de limites de notre système. Qu'est-ce qui peut se passer finalement? Est-ce qu'on est sur le point de devenir tout puissant parce qu'on a cette exponentielle technologique, ou au contraire est-ce qu'on est finalement toujours aussi fragile et à l'aube d'une nouvelle forme d'effondrement parce qu'on a cette exponentielle écologique? Alors le passé ne peut pas nous l'enseigner parce que nous n'avons jamais eu ce type de civilisation avant. Ce que l'on sait en revanche, ce que les effondrements du passé nous apprennent, c'est les comportements humains. Encore convient-il d'être prudent parce que nous ne pensons pas, nous ne vivons pas au monde de la même façon que les gens de la fin de l'Empire romain par exemple. Il y a de toute façon une tension en nous qui est entre un altruisme extrême qui nous pousse à nous sacrifier pour notre prochain à condition que nous le reconnaissions comme membre d'une communauté de pensée, et une violence extrême contre les marges. Et tout ça, c'est une question de langage. C'est-à-dire que nous pouvons dire « je suis citoyen du monde et je souhaite essayer d'aider tous les humains », comme nous pouvons dire, oui, non, mais attendez, on est français, notre succès, notre confort, il est lié à notre mode de vie, et les autres qui viennent d'ailleurs, on n'en veut pas parce que, en fait, ils vont apporter des mauvaises choses et ça va être le déclin. Donc, entre ces deux discours extrêmes, celui de la xénophobie et celui du cosmopolitisme, il y a des
de très nombreuses marges. Le futur, je le vois malheureusement dans un monde où les ressources risquent de se raréfier et sont déjà en train de se raréfier, c'est-à-dire, en très gros, l'eau disponible va être de plus en plus rare. L'énergie probablement risque de l'être. Ça, ce sont les différents scénarios du futur. La nourriture peut-être peut venir à manquer s'il y a une série de chocs écologiques majeurs. Donc, face à ce type d'incertitude, il y a soit le comportement de l'aide, soit le comportement du refus et des barrières. Et c'est malheureusement ce type de comportement que l'on voit se développer en ce qui nous concerne dans notre société en Europe, puisqu'on a transformé la Méditerranée aujourd'hui en un vaste cimetière à l'encontre des migrants qui commencent à se presser à nos frontières. Quel est le rôle on parle beaucoup du rôle du capitalisme en fait dans cette accélération et qui serait à la source de beaucoup de problèmes ou ce mode de consommation. Comment tu peux expliquer l'histoire du capitalisme pour expliquer où on en est, et est-ce que le capitalisme serait résilient par rapport à ce qui peut arriver? Oui, le capitalisme est très résilient. En fait, le capitalisme a été une série de choix idéologiques issus du libéralisme. Il y a eu plusieurs expérimentations du libéralisme et l'ultralibéralisme contemporain a accouché d'une forme de capitalisme qui est extrêmement performant. Il est extrêmement performant. Pour moi, c'est une religion. C'est-à-dire, en gros, il repose sur un certain nombre de dogmes qui ne sont pas démontrés dans les faits. C'est-à-dire, par exemple, que les ressources naturelles sont gratuites et qu'on peut créer de la richesse à partir d'elles quand on sait les exploiter. Il y a un certain nombre de dogmes de même ordre, mais il y en a un qui fait la force du capitalisme en tant que religion, la force unique, c'est que c'est la première religion au monde à accomplir ses promesses ici et maintenant sur Terre. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des religions, elles vous promettent le paradis pour l'au-delà à condition que vous teniez tranquille, que tu tiennes tranquille et que tu obéisses aux autorités. C'est pas le cas du capitalisme, il accomplit ses promesses. Je m'explique. Nous vivons aujourd'hui une période formidable parce que nous avons la chance d'être en Europe, d'avoir une éducation, d'avoir accès à des médias, de vivre en démocratie, de pouvoir nous cultiver, manger à notre faim, ne même pas nous préoccuper finalement pour une grande partie de nos contemporains de tout ça, ou de façon assez secondaire. Ce n'est pas méprisant par rapport aux tensions qu'on a dans le système, mais on vit confortablement pour beaucoup de gens, et ça n'a pas été le cas de l'humanité, c'est même l'exception dans l'histoire humaine. Il y a 50 ans, durant les 30 Glorieuses en Europe, c'était 200 millions de personnes au Japon, aux États-Unis 200-300 millions de personnes, Japon, États-Unis, Europe, qui bénéficiaient de ce niveau de vie-là. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui bénéficient de ce niveau de vie parce que des centaines de millions de personnes en Chine, en Asie, globalement, en Afrique et en Amérique du Sud, sont sortis de la grande pauvreté pour entrer dans la classe moyenne. C'est-à-dire, une classe moyenne, c'est quoi? C'est une classe qui peut, en plus d'acheter le strict minimum pour survivre chaque jour, mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir. Que ce soit l'avenir éducationnel des enfants ou que ce soit son avenir à soi, je cotise, je mets un peu d'argent de côté et demain je m'achèterai une voiture ou un appartement. Voilà. Et l'OCDE prévoit que dans les 15 années à venir, ce nombre va doubler, c'est-à-dire que 2 milliards de personnes supplémentaires sur Terre vont sortir de la pauvreté, ce qui fait qu'en 2030, près de la moitié de la population humaine sur Terre serait en situation d'être une classe moyenne. Tu crois à ce scénario malgré les tensions écologiques qui peuvent arriver, ou est-ce qu'on fait l'erreur justement de tirer le fil de la situation présente sans prendre en compte les points de rupture potentiels par exemple? Alors, du point de vue très confortable où nous sommes, où nous pouvons envisager les différents scénarios, c'est un scénario parfaitement crédible. On va se heurter à un moment à une raréfaction des ressources. C'est très clair. C'est très clair, mais le capitalisme va en faire son beurre. Par exemple, quelque chose qui est même pas de l'ordre... Alors, il y a des effondrements en cours aujourd'hui. L'effondrement de la biodiversité, c'est un fait. Nous avons perdu, alors on peut se tourner vers les biologistes, et ils sont là pour ça. On peut chiffrer, par exemple, nous avons perdu 75% des insectes en Europe depuis 30 ans, et encore en les mesurant depuis les zones protégées. Si on les mesurait depuis les zones traitées, là c'est l'apocalypse pure et simple. Par exemple, les vers de terre, qui garantissent que les terres vont rester fertiles pour nos enfants,
la population de vers de terre dans les endroits où on traite avec des pesticides, en 20 ans, elle a été divisée par 10. C'est-à-dire que là où on trouvait 1 tonne de vers de terre à l'hectare, on n'en trouve plus que 100 kilos et encore au mieux dans les zones agricoles contemporaines. Donc on déverse toujours plus de produits. Donc on va se heurter effectivement à des murs de productivité, et au fur et à mesure que de plus en plus de gens vont sortir de la pauvreté et consommer de plus en plus de ressources dans ce système global du capitalisme qui est en train de continuer à triompher quoi qu'on en dise, eh ben on va compresser de plus en plus ce ressort qui va, quand les seuils seront franchis, libérer de plus en plus d'énergie en retour et envoyer des chocs de plus en plus dévastateurs dans les sociétés qui seront les nôtres dans un futur proche ou lointain, parce que nul ne sait quand on va passer ces seuils. Pourquoi ? Parce que tout est interconnecté, parce que il y a des dimensions géopolitiques, démographiques, économiques et surtout politiques, c'est-à-dire que les croyances des gens les animent et vont faire que les décisions prises vont orienter ces futurs. C'est pourquoi c'est parfaitement inconnaissable. Par exemple, qui peut savoir comment va évoluer le continent africain aujourd'hui ? Personne. Le continent africain est en mesure de se nourrir lui-même à condition qu'on lui fournisse des conditions pour ce faire, qu'on lui fournisse des capitaux, que l'on cesse d'obliger les États africains quelque part sous le prétexte d'une bonne économie de spécialisation, à utiliser leurs meilleures terres pour produire du café ou du cacao pour avoir des ressources économiques ou du pétrole, etc. On peut mettre en place les conditions de résilience de l'Afrique, laisser venir les élites africaines pour qu'elles se forment dans les grandes universités occidentales et organiser le retour de ces personnes-là. On peut mettre en place un plan Marshall pour l'Afrique, pour aider l'Afrique à surmonter le désastre annoncé qui va être le réchauffement climatique, qui risque de rendre très vite dans les décennies à venir l'Afrique invivable dans des endroits de plus en plus élargis. Or aujourd'hui on est en train de faire tout le contraire. L'Afrique est livrée aux forces du marché, elle s'en tire bien, elle parvient à développer malgré tout ses productions agricoles, mais il y a un processus très fort d'exode rural, il y a un processus très fort de montée des inégalités qui nourrissent des tensions géopolitiques, qui pousse les gens à partir, à envoyer au moins un enfant, le plus prometteur si possible, vers l'Europe, au risque de sa vie, mais pour que là-bas il soit installé et pour, au cas où les choses tournent mal, qu'il puisse faire venir plus tard sa famille, etc. Et en Europe monte une xénophobie, un refus de ces échanges qui font qu'on n'arrive pas à planifier ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il est urgent que le politique se réempare de ces problèmes-là, qu'on ne laisse pas aux seules forces, aux seules idéologies du marché la marche du monde à venir. Parce qu'effectivement, le capitalisme, il va arriver avec ses solutions. En fait, le capitalisme, il a plusieurs nuances de couleurs. Il y a le capitalisme vert qui arrive en disant « mais je sais comment vous sortir du pétrin, il faut verdir ». Il faut faire du solaire, il faut faire de l'éolien. Comme ça, on pourra remplacer le pétrole, on pourra remplacer le charbon. On ne sait pas vrai parce que il semble y avoir des lois dans le domaine de l'énergie, mais là, il y a des gens qui connaissent ça mieux que moi, mais qui montrent que les énergies se cumulent, c'est-à-dire on n'a pas remplacé... On n'a jamais consommé autant de charbon que l'année dernière. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Au contraire, les deux se sont additionnés. Les énergies renouvelables, certes, elles sont une partie de plus en plus importante du pack énergétique, mais ça n'empêche pas qu'on consomme toujours plus de pétrole et toujours plus de charbon au fur et à mesure qu'on accroît la part d'énergie renouvelable. Ça se cumule parce qu'on a toujours plus besoin d'énergie. On est accro à tout ça, on le laisse couler en nous parce qu'effectivement, on est dans une idéologie quasi religieuse qui est celle du néolibéralisme, du capitalisme, qui est celle de toujours consommer plus pour nourrir le système qui permet de sortir plus de gens de la pauvreté et d'accomplir toujours plus de promesses, mais au détriment de ressources finies. Au détriment du long terme, peut-être, du coup. Au détriment du long terme, au détriment de nos descendants et au détriment même du confort de nos vieux jours, parce qu'on ne sait pas quand cet ensemble-là va commencer à craquer. Et ajoutons qu'il ne va pas craquer très probablement d'un seul coup, contrairement, par rapport à l'effondrement, on a des visions hollywoodiennes de la chose, genre grand raz-de-marée, pluie de météorites, etc. L'effondrement, c'est un processus qui va être multiforme, multitemporel,
et qui ne va pas se manifester partout de la même façon. Par exemple, l'effondrement, on peut dire qu'il est déjà commencé dans le Sahel. Très clairement. Il est commencé en Syrie, il est commencé en Somalie, il est entamé et probablement ces États-là ne se remettront jamais, enfin ces États ou ces régions-là, ne se remettront pas des chocs qu'elles commencent à subir parce qu'elles ne pourront, dans un futur prévisible, pas drainer de ressources pour s'en remettre. Mais il est très loin encore de nous, sauf événement imprévisible. Alors peut-être pour finir là-dessus, recentrer sur l'Europe et la France. Comment tu vois les choses évoluer et en regardant ces différents angles à l'heure justement où on n'est plus au centre de l'échiquier en termes géopolitiques, où la population vieillit, où on n'a pas d'énergie sur notre sol. Comment tu analyses la chose? Alors, qu'on n'ait pas d'énergie sur notre sol n'est pas forcément un gros problème tant qu'on a l'infrastructure pour aller chez les autres chercher de l'énergie. Non, mais très gros, c'est ça. Quand on a une armée et Oui. Je pense que c'est ce qu'on va développer de plus en plus, c'est-à-dire la sécurisation de nos apports énergétiques dont on a besoin, la sécurisation de nos frontières, le repli sur soi aux besoins en accroissant les emprises sur les sociétés, en les rendant moins démocratiques pour les orienter, etc. Je pense qu'à cet égard, la Chine est un très bon précurseur de ce que l'Europe va faire dans 1 ou 2 décennies. Les régimes autoritaires? Régime autoritaire et même totalitaire version, comment dirais-je, médias sociaux. On peut peut-être digresser là-dessus sur le rapport justement entre énergie et démocratie. Alors, l'énergie conditionne pour une part les choix politiques des sociétés et donc leur mode de régulation. Mais par rapport à la Chine, ce que je voulais dire par là, c'est que on a un État qui préfigure un certain nombre de développements face à un effondrement du milieu qui est plus avancé que chez nous. C'est-à-dire que la Chine est davantage polluée encore que l'Europe et donc les dirigeants chinois ont intégré cette variable parmi les problèmes qui pouvaient amener un soulèvement de leur population et ils ont essayé de créer, et ils y sont arrivés, un consensus dans leur population sur la façon de protéger les gens influents, c'est-à-dire cette nouvelle classe moyenne chinoise, urbaine, des atteintes environnementales possibles. Par exemple, en construisant des rideaux d'arbres autour des grandes villes pour les protéger, notamment des vents de sable qui résultent de l'érosion. La Chine est en train d'utiliser les techniques du futur que nous utiliserons en Europe dans quelques années ou quelques décennies. Par exemple, elle a entrepris d'essayer de faire verdir le plateau tibétain en régulant le climat là-bas, en utilisant des techniques de géo-ingénierie pour faire pleuvoir davantage afin d'essayer d'accroître la production agricole à cet endroit. L'Inde est en train de faire la même chose. Elle est confrontée à une pollution urbaine qui est absolument effroyable, par exemple sur Delhi. Vivre à Delhi à certains moments de ces 2 dernières années, c'était avaler l'équivalent de 45 cigarettes par jour, tellement l'air était pollué au-delà de tout ce qui était admissible. Et donc, ils ont entrepris de réguler la pluie au-dessus de Delhi pour essayer de nettoyer l'atmosphère. On va vers l'utilisation de technologies. On va vers l'utilisation de technologies régissant le climat, régissant les milieux. On a ces technologies-là, c'est-à-dire qu'on sait faire du forçage génétique. Avec les ciseaux génétiques, on peut orienter les organismes. Par exemple, pour résister à la chaleur, on peut faire des micro-organismes du sol qui résisteront à la chaleur afin de garantir que vous pourrez continuer à cultiver un sol plus tard. On va vers ce type de choses. Je comprends, c'est-à-dire que même peu importe que ces technologies posent problème parce qu'elles nous dépassent ou parce qu'elles peuvent avoir des externalités, ta prédiction, c'est que de toute façon, comme elles existent, on va les utiliser. Alors, oui, d'abord, tout ce qui est possible de faire sera fait et il n'y aura pas de limite éthique à la chose parce que si un État se refuse à le faire, un autre le fera. Ça, c'est le premier point. Sauf s'il y a une régulation mondiale de ces questions. Le deuxième point, c'est que c'est dans la nature du capitalisme que de proposer de nouvelles solutions et que là, il y a énormément de fric à se faire. Et que donc, ces technologies-là, il y aura un capitalisme vert, c'est-à-dire un capitalisme des panneaux solaires voilà, qui existe déjà. Il y aura un capitalisme noir, c'est-à-dire un capitalisme qui table sur les risques systémiques,
sur la réassurance des problèmes que ça va générer et sur le fait de surajouter de la technologie pour résoudre les problèmes que la technologie aura créés. Il y aura un capitalisme blanc, un capitalisme du cœur, un capitalisme de l'aide. J'espère seulement que ce sera pas un capitalisme qui sera livré au seul marché, mais toutes ces solutions-là, elles vont être... Le capitalisme n'est pas mort, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on a souvent, parce que ce sont aussi des penseurs issus du marxisme qui essayent de penser les processus de l'effondrement parce qu'ils ont été alertés, pour certains avant les autres, on a souvent une vision très déterministe du capitalisme comme étant un artefact qui est amené à s'éteindre. Aujourd'hui, c'est probablement, avec certaines idéologies religieuses, l'idéologie la plus motrice du monde, et elle va le rester encore probablement pour 1 ou 2 décennies. Au-delà, c'est le brouillard, hein. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Dernière question, quel est le travail que l'on doit faire individuellement sur soi-même? Comment on se prépare à ça? J'ai envie de dire, c'est justement garder l'esprit critique, essayer de comprendre en quoi nos présupposés sont tellement partagés qu'ils nous amènent à ne rien faire. Entendons-nous bien. Je pense qu'il y a une forme de résilience qui se développe aujourd'hui à travers des initiatives comme les monnaies locales qui désamorcent une partie justement de la force des spéculations boursières, etc., en réancrant l'économie dans la réalité du local, du vivant et de la solidarité identifiable, c'est-à-dire de personne à personne. Et toutes ces initiatives-là, que ce soit les permacultures, c'est le genre de choses qu'il faut développer parce que 1, cela rend résilient, et 2, cela retarde l'effondrement à venir, et 3, cela effectivement offre des alternatives. Mais pour que ces alternatives soient crédibles et largement partagées, il faut effectivement repenser nos rapports au monde, essayer de déconstruire le récit qui fait la force à la fois du capitalisme et des religions, essayer de comprendre ce qui fonctionne pour créer un futur désirable que l'on ait envie d'attraper. Et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur cette question des futurs désirables, mais qui, comme moi, se débattent face à la complexité du monde. C'est en ça... c'est à ça qu'il faut s'attaquer, c'est-à-dire c'est à une nouvelle conscience, une nouvelle ontologie, presque, c'est un gros mot mais je m'en excuse, mais une nouvelle façon d'être au monde qui ne repose pas sur des choses que l'on pense comme allant de soi. C'est surtout aussi, effectivement tu disais, l'Europe n'est plus au centre du monde, pas même l'Occident. Aujourd'hui, quelque part, les trajectoires de l'humanité, elles s'inscrivent en Asie, Chine, Inde et en Afrique. C'est là où se joue l'avenir de l'humanité et c'est là où il faut tourner nos regards et essayer d'avoir des échanges, des contributions, des retours. Pour que le monde soit résilient, il faudra qu'il reste connecté et commun et surtout qu'il s'émancipe de la religion du profit. Merci Laurent. Merci Julien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.